Bienvenue à tous. Cette année, octobre est placé sous le signe de l'imaginaire. Que ce soit dans les films, les jeux vidéo, les romans ou les bandes dessinées, les créatures fantastiques sont omniprésentes. Que se passe-t-il quand elles envahissent notre réalité quotidienne? Pour aborder ce sujet, nous avons parmi nous 3 spécialistes des littératures de l'imaginaire. Auteur prolifique de romans et de nouvelles, Valérie Simon excelle dans l'art de créer des mondes étranges et des créatures surnaturelles, comme dans Les Captives des Hommes de bronze, ou pour faire apparaître des touches de fantastique dans des environnements normaux, comme c'est le cas avec Séisme. Aurélie Mendoza nous livre avec ambition une lecture pleine de peps, dans laquelle elle revisite avec humour le thème de l'apocalypse zombie. Florent Marotta est un auteur prolifique qui se distingue aussi bien dans le thriller que dans le fantastique. Son roman jeunesse Isée de palimpseste vous emportera dans une région lyonnaise méconnaissable. Ma première question est pour Aurélie. Aurélie, l'une des scènes de Zombition se passe dans une boutique lyonnaise. L'héroïne, Évangeline, essaye tranquillement des vêtements dans une cabine d'essayage quand elle se fait attaquer par une horde de zombies déchaînés. Est-ce que cette idée est venue spontanément? Spontanément, oui. C'est vrai que quand on fait des magasins en période de solde, on a toujours l'impression qu'il y a des zombies derrière la porte. Et là, je trouvais que c'était assez sympa de mettre ces gens qui sont un peu fous pendant les soldes, devenir des zombies. Je ne veux pas enchaîner. Les zombies sont un peu particuliers, en fait. Ils sont issus de la magie. C'est pas un virus qui les a transformés. Et en fait, la magie est un point commun à vous 3. Pardon. Donc voilà, pourquoi avoir utilisé la magie? Je disais les trucs plus comme ça, parce qu'on t'entend pas. Ok. Tu peux parler un peu plus fort. Tu manges le micro. Je répète la question. Donc pourquoi avoir utilisé la magie dans vos romans? Ah bah oui. Bonjour déjà. Un roman de fantasy sans magie, ça serait un petit peu compliqué du coup pour l'appeler comme ça. Pourquoi j'ai mis la magie? Tout simplement parce que j'en avais besoin pour mon roman, c'est aussi simple que ça. Moi, au niveau magie, j'aime vraiment développer le truc et le pousser à fond. Donc il y a vraiment différentes sortes de magie dans mes romans, souvent en opposition, et puis c'est souvent vraiment le moyen de révéler les personnages sur des jours différents. En fait, la magie, c'est pas juste un instrument ou des effets spéciaux, ça aide vraiment à développer le personnage et son rapport. Du moins mon personnage principal en tout cas, son rapport que la magie, le rapport de la magie par rapport au monde en fait souvent. Bon, il y a une grosse part fantastique dedans qui donne vraiment des effets visuels dans le roman, mais c'est vraiment plus que ça. En fait, c'est pas juste un moyen pour en mettre plein les yeux, quoi. Il y a vraiment des choses à révéler avec. Et ça, faut le découvrir dans le livre, je peux pas trop vous en dire plus dessus, sinon on va déborder le cadre. Bonjour. Effectivement, la magie. Nous écrivons sur la magie, mais parce qu'elle trouve aussi ses sources très lointaines dans l'histoire. C'est quelque chose qui a accompagné l'humanité depuis l'aube de l'humanité, justement. Le fait de jouer avec donne aussi une espèce de pérennité à notre histoire, qui va l'orienter vers quelque chose de facilement accolable avec du divin. Donc moi je sais que je traite beaucoup de la magie, mais aussi du côté religion, divinité, parce que c'est un petit peu l'essence de l'humanité qui apparaît, et ça permet aussi un jeu énorme avec l'humanité, les sentiments, la justification aussi d'une espèce de conscience collective. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, comme ça nous suit vraiment depuis l'aube des temps, il y a toute une iconographie qu'on peut utiliser, aussi bien dans les plantes, dans les animaux, dans une espèce de réalité qu'on peut avoir héritée de l'époque celte. Et donc, ça donne une ouverture sur l'imaginaire qui est très vaste et qui est très ludique aussi à exploiter. Comment continuer après ça? Non, alors je rejoins beaucoup Valérie sur tout ce qui est magie naturelle qui revient un peu à la mode en ce moment. Moi, en l'occurrence, dans mes bouquins de zombies,
j'ai utilisé le mythe vraiment premier du zombie qui était avec les sorciers vaudous. J'ai utilisé la magie, donc la nécrophilie, pour refaire vivre des personnes mortes. Et face à elle, face à ça, il fallait une magie très lumineuse, donc, qui sont les nécrocides, qui vont utiliser la magie pour détruire la sorcellerie. C'est comme ça que j'utilise la magie, pour vraiment une dualité entre le bien et le mal, mais qui finalement n'est pas si limitée. La littérature de l'imaginaire, c'est vraiment une littérature qui aujourd'hui marche de mieux en mieux. Comment vous expliquez ce succès aujourd'hui? Est-ce que le monde d'aujourd'hui a besoin de magie, d'imaginaire, selon vous? Alors à mon avis, la littérature de l'imaginaire, c'est quelque chose qui effectivement est en train de monter. Mais c'est parce qu'elle propose plusieurs choses au lectorat. Elle va déjà proposer de l'évasion, parce qu'on va se retrouver dans un univers qui est très proche du nôtre, mais qui n'est pas le nôtre, qui peut avoir des racines effectivement soit dans l'histoire ou soit dans notre propre réalité actuellement. Donc ça embarque le lecteur sur quelque chose qu'au départ il va croire connaître, mais qui va lui ouvrir d'autres possibilités. Après, je pense aussi que c'est un excellent moyen déjà pour l'auteur et certainement pour le lecteur aussi, de toucher à des thèmes qui peuvent être récurrents dans notre société actuelle, et de les aborder de façon, on va dire, soit plus ludique, ou soit moins traumatisante que si on est en train de lire une biographie de quelqu'un, etc. On peut aborder des thèmes très sérieux, on peut parler de religion, on peut parler d'intolérance, on peut parler de viol, on peut parler d'énormément de choses, mais en les asseyant dans un univers qui, lui, n'est pas réel et qui donne donc une espèce de distanciation. Donc ça fait que c'est pas forcément le sujet premier du titre, mais ça peut éveiller aussi la conscience du lecteur. Et donc je pense que ça, c'est aussi très important à mettre en avant. Ouais, je ne suis pas quoi rajouter à ça, si ce n'est peut-être que l'imaginaire a toujours un peu existé quand même. Ça fait longtemps qu'en passant de Tolkien à Moorcock, les grands ancêtres anglais, anglo-saxons, il y a eu toujours. Et je pense qu'on est quand même souvent tributaire aussi des grosses locomotives. Il y a eu Harry Potter, il y a eu le regard d'imaginaire, il y a eu les adaptations de Tolkien, maintenant il y a Georges Martin avec Game of Thrones, il y a vraiment plein de choses qui font que les gens se raccrochent un peu. On le voit d'ailleurs quand on prend les têtes de gondole, il suffit qu'il y ait un style qui marche, quelqu'un qui amène tout le monde à ça, puis les titres fleurissent et puis les gens ils retournent. Alors, je déplore ma romance, mais voilà. Mais oui, il y a beaucoup de fantastique, de fantasy et puis d'imaginaire qui arrivent souvent après les gros blockbusters, mais il y en a toujours eu. C'est vrai que, moi qui en lis beaucoup, c'est vrai qu'on en trouve facilement, on en trouve tout le temps en mise à jour. Vos créatures surnaturelles, en fait, d'où tirez-vous votre inspiration? Moi je triche parce que j'avais vu la question. Et, pour les monstres, moi ça vient principalement de mes collègues de boulot, des patrons aussi, si un peu quand même, il y en a certains, je prends les prénoms. Mais non, les créatures imaginaires, c'est, comme elle parlait tout à l'heure, il y a des références aux Celtes, c'est vrai qu'il y en a tout plein qui ont jalonné, il y a un bestiaire quand même qui est assez important dans les histoires fantastiques, que ce soit, je sais pas moi, dans Beowulf ou dans plein, il y en a vraiment plein, quoi. Et puis après, moi, alors je suis un fervent joueur de jeux de rôle papier d'époque, parce que maintenant on joue beaucoup sur ordinateur, et on avait l'habitude de créer des monstres, il y avait un bestiaire très très riche, et je m'inspire de ça souvent. Et après, je les tourne un peu à ma sauce, mais c'est quand même des choses, pour moi, c'est des choses assez connues, avec des ajouts perso, mais ça reste classique. Tu veux pas répondre? Si, je peux après, mais bon, je te laisse. C'est vrai que moi, je m'inspire un peu de tout. Les zombies, j'en lis beaucoup. Je regarde un peu tout ce qui se fait à la télé, au cinéma. Et j'aime bien le zombie parce que ça fait une sorte de réflexion sur la mort et sur l'effet de masse, et un cerveau pour tous. Enfin, voilà, il y a plein de choses à dire sur ça. Après, c'est vrai que je peux m'inspirer un peu de n'importe quoi et ça se traduit par des créatures surnaturelles un peu selon l'inspiration du moment. Je ne peux pas vraiment expliquer plus. Alors moi, aussi paradoxal que ça puisse paraître, je m'inspire de la réalité.
Ah, il y a aussi des collègues. Donc voilà, en fait ce qui m'intéresse c'est l'humanité déjà. L'humanité dans sa globalité, l'humanité dans son histoire, l'humanité dans son futur et l'humanité aussi dans ses sentiments. Donc parler de créatures surnaturelles, c'est donner corps à des cauchemars, c'est donner corps aussi à un côté un peu plus pervers ou au côté noir de chaque homme. Et donc c'est aussi beaucoup plus intéressant de jouer dans une histoire avec quelque chose à qui on va donner une réalité, alors qu'en fait ça peut être juste une facette de personnalité. Donc moi je joue énormément avec la bestialité de l'homme et puis l'humanité d'une bête. Souvent c'est un public jeune qui aime cette littérature-là, pas que évidemment, mais c'est un genre que les jeunes aiment beaucoup en tout cas. Est-ce que je sais que ça c'est écrit pour la jeunesse, pas forcément, mais c'est pas écrit spécifiquement pour la jeunesse, mais est-ce que vous avez en tête un public jeune au moment d'écrire en disant, enfin tu vas faire attention, ou au contraire évoquer des sujets en se disant ça peut leur servir de piste de réflexion ou ce genre de choses? Moi, j'écris pas pour la jeunesse. J'écris des choses que je vis tous les jours, donc ça a des thèmes qui sont plus adultes. Par contre, j'ai été étonnée de voir que oui, il y a des jeunes, 13-14 ans, qui sont venus spontanément pour lire ce genre de choses, justement parce que ça les intéresse, ça leur parle aussi. Mais au moment de l'écriture, c'est pas des thèmes que je pense qui va les intéresser. C'est eux vraiment qui m'étonnent en venant. Voilà. Alors là, je partage ton point de vue aussi, Aurélie. J'écris pas pour la jeunesse, mais effectivement, une grosse portion de mon lectorat est jeune. Je pense que déjà, ce sont des thèmes qui leur parlent. Je pense aussi que l'avantage de la jeunesse actuellement, c'est qu'elle n'est absolument pas sectaire, ou en tout cas beaucoup moins que nous, on pouvait l'être lorsque nous étions jeunes. Ils sont ouverts à énormément de choses et ils ont une espèce de curiosité qui est très intéressante. Donc ils viennent spontanément vers mes textes en l'occurrence parce qu'il y a quelque chose qui va les interpeller ou parce que ça va leur rappeler aussi quelque chose qu'ils côtoient on va dire dans des séries, au cinéma ou dans d'autres titres. Donc moi je suis très contente de ça en fait, parce que je trouve que c'est un beau renouveau et puis j'aime pas quand on met dans des cases et j'aime bien aussi cette ouverture d'esprit. Donc ça je trouve super chouette. Après c'est vrai que j'écris pas spécifiquement pour la jeunesse. Écrire pour la jeunesse ça suppose des tournures de phrases, un vocabulaire, enfin une méthode technique qui est différente. Moi j'aime bien avoir de la liberté et donc spontanément c'est pas de la jeunesse. Par contre on reste dans une idée où même quand nous on était plus jeunes, on lisait aussi des livres adultes qui ont une certaine exigence au niveau littéraire. C'est pas pour ça qu'on ne s'y retrouve pas parce qu'on est jeune ou que ça ne nous intéresse pas. Moi, je suis assez d'accord, tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, mon livre, en fait, il s'adresse plus il s'arrête pas tellement à la jeunesse non plus. C'est vrai que l'héroïne a 16 ans, donc on a tendance peut-être à croire que ça va amener que les ados, mais c'est pas écrit de manière très simple comme on pourrait trouver pour un livre pour enfants. J'ai pas voulu forcément me dire, bon voilà, une personne de 15-16 ans va lire mon livre, il faut que j'écrive que ce soit moins soutenu que ce que j'écris d'habitude. Alors c'est peut-être dans l'approche, en fait, quand il y a des scènes de violence, elles sont pas autant décrites que dans un thriller peut-être, ça c'est sûr. Mais et puis comme moi, mon roman, il se termine pas, c'est le premier tome, il y en aura d'autres, il y en a il y en aura un par an. Théoriquement, s'ils me suivent, ils vont évoluer avec le livre et ils seront amenés à être adultes à un moment ou à un autre de toute façon. Et le roman va évoluer dans ce sens, c'est-à-dire que vraiment, il sera peut-être, en tout cas, les thèmes abordés sont peut-être plus adultes au fur et à mesure de l'avancée du livre. On en parlait un petit peu tout à l'heure des créatures, des effets de mode. On sait qu'il y a eu les vampires, les sorciers, les zombies. Et je veux savoir si vous aviez une créature préférée et si, à votre avis, quelle était la prochaine tendance en matière de créature. Si vous aviez une petite idée. Moi, c'est les zombies que je préfère, forcément. J'ai eu une période vampire aussi, et après, c'est passé aux zombies très rapidement. Par contre, la prochaine tendance, il se peut que ça revienne aux vampires, parce que c'est vrai que c'est des vagues, vampires, zombies.
un peu sorcier, mais c'est pas vraiment des blagues. Donc je me prononce pas. Alors je sais pas, j'ai pas vraiment de créature préférée. J'aime bien les dragons. J'aime bien le vampire aussi, parce que je trouve que c'est un sujet littéraire qui est vaste et qu'on peut modeler vraiment à sa convenance. Après, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'allier des créatures qu'on connaît depuis très longtemps, parce qu'on en a entendu parler dans des légendes, ou parce que ça apparaît dans tout leur cursus littéraire depuis des années. J'aime bien essayer de leur redonner un aspect beaucoup plus humain et d'intégrer ça dans une société globale. Pour les tendances à venir, j'avoue, je ne sais pas trop. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui marche bien et qu'on a toujours tendance un petit peu à oublier, c'est l'elfe. Cette créature magique qui apporte beaucoup de rêves parce qu'elle idéalise justement la créature. Elle n'est pas orientée forcément du côté sombre, au contraire, elle symbolise souvent la magie blanche ou la magie lumineuse. Et moi je crois qu'on l'oublie un petit peu tout le temps, on est toujours tourné vers les monstres, mais peut-être que la prochaine étape ce sera l'elfe. Mais l'elfe est un monstre. Non, mais je plaisante. Mais bon, on n'a toujours pas réussi à se débarrasser des vampires, alors je ne sais pas s'ils vont pas revenir encore. Bon. Moi j'aime beaucoup les personnages méchants. Je sais que dans mes livres, j'aime bien leur donner pas forcément un aspect mauvais, ils ont de bonnes raisons d'être mauvais souvent. Et bon, c'est vrai que j'aime bien ceux qui ont des pouvoirs un peu psy, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment aller fouiller les esprits des autres. C'est un peu malsain, j'avoue que j'aime bien l'écrire. Et bon, après, quant à l'avenir, je sais pas, moi je saurais pas vous dire. C'est vrai que. Alors, je lis beaucoup de fantasy pour adultes et en ce moment, il y a vraiment, dans le sillage de Martin, il y a énormément de gritty fantasy, là, très réaliste, très dur, avec peut-être un petit peu moins de magie, justement, un peu comme il y a Joey Abercrombie qui fait beaucoup de choses comme ça. Moi, c'est vers quoi j'aimerais tendre un jour et je trouve qu'il y en a vraiment de plus en plus. Alors, est-ce que on va vraiment aller là-dessus, je sais pas. Mais à mon avis, on n'en a pas fini avec les vampires et les romances à vampires et tout ça. Voilà, je pense. Vous aurez compris que je suis pas fan. Ouais. Et les métamorphes, les loups-garous, etc. Vous en parlez pas dans vos romans? Oui, c'est vrai, on les a oubliés, ceux-là. J'aime beaucoup cet aspect métamorphose, parce que moi, je pense que vous l'avez compris, j'aime travailler sur le matériel humain, et donc sur les facettes de l'humanité, et je partage assez ton avis sur que c'est ni bien ni mal en général, et que en chacun de nous, on a toujours une partie sombre et une partie lumineuse, et qu'en fonction des contextes, il y en a une ou l'autre qui émerge. Donc le métamorphe, ouais, c'est génial, parce que justement, ça traduit bien cette ambivalence de caractéristiques. On peut très bien être quelqu'un de tout à fait normal, et puis avoir une facette, une espèce de monstre inside qui va ressortir et qui se traduit par un loup-garou, par Mr. Jekyll et compagnie. Et donc oui, cette partie-là, elle est vraiment très intéressante à travailler. J'ai pas d'avis sur les loups. Elle n'a pas d'avis sur les loups. On a l'impression que c'était un genre qui était quand même pas mal trusté par la littérature anglo-saxonne, les Américains, et qu'aujourd'hui, est-ce que la French Touch, on va dire, émerge un peu plus, ou est-ce que vous avez l'impression que ça évolue en tout cas? Alors oui, ça évolue. Les éditeurs commencent à faire plus confiance aux auteurs français. C'est vrai que pendant longtemps, on a eu cette espèce de mainmise anglo-saxonne, parce qu'apparemment, il y avait eux qui savaient écrire des romans de fantasy ou fantastique. Les éditeurs commencent à comprendre qu'avec les petites maisons d'édition, il y a quand même des auteurs français qui sont capables de le faire aussi bien. Donc ça commence à changer. Maintenant, il faudrait que ça continue. Alors là, je suis assez partagée aussi, parce qu'en fait, en littérature française, il y a toujours eu du fantastique. Sauf que c'était pas forcément estampillé fantastique.
Il y a des auteurs comme les passants qui en ont écrit, donc c'est passé un petit peu à l'os, alors que bon, on les étudie encore dans les écoles. Il y a une grande tradition de littérature fantastique chez quasiment tous les auteurs. Après, c'est la partie commerciale qui n'est absolument pas mise en avant, et ça vient essentiellement des éditeurs. Donc il est apparemment plus facile de faire confiance à un titre qui a déjà vendu énormément outre-Atlantique et de le reprendre chez soi, parce qu'apparemment le risque est moindre. Et donc l'accent a été énormément mis sur tout ce qui est anglo-saxon. Il est vrai qu'eux aussi ont peut-être une ouverture d'esprit à ce sujet peut-être un peu plus facile que chez nous. Parce que nous, on a beau en avoir dans tous nos auteurs classiques. Il y a une espèce, la littérature fantastique souffre énormément d'une image de littérature de gare, avec l'impression que c'est pas du beau français, que c'est très populaire et donc que c'est nul. Et donc voilà, ça je pense que c'est en train de changer, parce que justement il y a eu pas mal de blockbusters qui ont tiré le genre vers le haut. On verra ce que l'avenir donnera. Moi j'espère effectivement que ça s'ouvre à la France, parce qu'on a vraiment des auteurs qui sont originaux. Qui ne sont pas forcément inscrits dans tous les gros courants qui existent actuellement et qui viennent des pays anglo-saxons. Ouais, non, moi je l'ai tout dit, donc elles ont bien traité le sujet. Du fantastique, vous en écrivez, donc vous en lisez aussi. Est-ce que vous auriez des auteurs à nous conseiller ou des auteurs qui vous ont vraiment marqué et donné envie d'écrire dans ce genre? On est passé 2 heures. Là, ça va être dur, hein, parce que alors moi j'en lis énormément, j'en ai lu énormément. J'ai des auteurs. Évidemment, tout le monde connaît Tolkien, j'imagine, mais il y en a tellement. Des anglo-saxons, il y en a plein. J'ai commencé par Moorcock à une époque qui a écrit des trucs fantastiques. David Eddings dans la lignée de Tolkien, justement. Après, plus récemment, il y a Abercrombie. Il y en a plein. C'est trop dur. Il y en a tellement, il y en a tous les genres sur la fantasy. Enfin, moi, je parle que de fantasy, mais dans la fantasy contemporaine, il y en a. Dans la fantasy, dans le médiéval fantastique, il y en a beaucoup. Beaucoup dans la fantasy très réaliste. Il y en a de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y a. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup d'anglo-saxons. Oui. En France, il y a Pierre Pevel que j'aime bien aussi et qui a fait. C'est ça? Ah, il y a Pierre Pevel qui a fait un truc sur le Paris fantastique, un peu qui se passe à l'époque des années 1900, il me semble, qui est vraiment très bien. Et puis, il y en a vraiment beaucoup, quoi, c'est vrai. On va y passer 2 heures si je dois énumérer pour ceux que les gens n'oublient pas. Donc, je vais passer la main. Tu veux passer en dernier? Moi, vraiment, l'auteur qui m'a permis de découvrir le fantastique et la SF plutôt, c'est Frank Herbert avec Dune, que je relis assez régulièrement. C'est vraiment mon maître en la matière. J'écris pas de SF parce que je suis capable, mais Frank Herbert a beaucoup contribué. Aujourd'hui, il y a plein d'auteurs français qui m'inspirent à écrire. C'est pareil, ça va être un peu long, donc on va choisir. Il y a Emmanuel Quentin qui est au Peuple de Nu, qui a écrit de très très bons bouquins et qui je pense, va faire beaucoup pour la littérature imaginaire. Valérie Simon, que j'aime beaucoup aussi, qui est là depuis très longtemps. Et généralement plus d'auteurs dans les petites maisons d'édition que dans les grandes maisons qui fournissent un travail, alors sans dénigrer non plus les grandes maisons d'édition, mais les petites maisons d'édition ont, je pense, plus de choses à dire et plus de liberté de raconter des choses qui me parlent plus. Fatalement, en écrivant, d'abord on a lu énormément. Moi en particulier, je pense avoir eu une approche littéraire à la fois classique et puis très rapidement orientée vers tout ce qui est étrange, paranormal, aventure, dépaysement, évasion. Déjà j'ai lu les classiques, qui maintenant sont des classiques. Dune, évidemment, qui est une grande claque dans la tronche. Le Seigneur des Anneaux, qui a certainement été le premier moteur à me faire partir dans la fantaisie et qui a donné ma première tétralogie. Mais à partir de là, moi je lis de tout. J'essaye de lire aussi énormément les Français pour vraiment être... déjà parce que la plupart c'est des camarades et donc voilà. Et puis parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en France qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe côté anglo-saxon. Il y a beaucoup d'inventivité, il y a beaucoup de liberté et de liberté de ton, de liberté de thème.
C'est peut-être un petit peu plus hors mode aussi que les grands courants, et je trouve que ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Je pense qu'il y a le choix et qu'il ne faut pas hésiter d'aller à la rencontre. Après, les noms, vous pouvez effectivement donner toute une liste, mais je pense que ça va être un peu long. On est à Lyon pour 2 belles journées de rencontre avec les auteurs, et c'est une ville qui a une richesse ésoterique, un héritage assez fort. Est-ce que ça vous inspire d'une certaine manière? Est-ce que cette région vous parle? Tu veux? Bon, je m'y colle. Alors, moi je viens pas de Lyon d'origine, je viens de l'Alsace. Et l'Alsace clairement a eu une énorme influence sur mon propre parcours littéraire, parce que l'Alsace est une région de légende, une région qui officiellement est très religieuse et qui en réalité est très païenne. On fête Noël pendant un mois, c'est clairement pas la religion, c'est clairement très culinaire et très païen. Donc à un moment donné, une fois qu'on a intégré ça, on se rend compte qu'il y a énormément de légendes, qu'il y a énormément de châteaux, qu'il y a plein de dames blanches partout, qu'il y a des ponts qui sont tenus par le diable depuis des centaines d'années. Et quand on grandit là-dedans, dans des grandes forêts très sombres, l'imaginaire il déborde, et puis à un moment donné, on se documente, on s'inspire, et on s'amuse vraiment beaucoup avec. Et fatalement, ça déborde de la région, et on va voir ce qui se passe ailleurs. Et en arrivant à Lyon, ça a été une de mes belles surprises, c'est que justement il y a un très beau passé de légendes, ésotériques, voilà, il y a un gros passé historique qui donne matière à beaucoup de choses, et je trouve ça assez fascinant. Donc je ne l'utilise pas vraiment beaucoup, mais on baigne dedans, et je sais que après avoir fait une visite guidée par Nicolas Le Breton sur les gargouilles, j'ai sorti un des textes qui me plaît le plus et qui est vraiment inspiré directement des gargouilles. Donc oui, je pense que ça joue beaucoup de vivre dans un environnement qui offre beaucoup de possibilités. Mais bon, oui, pour dire un mot là-dessus, oui, moi je ne m'inspire pas forcément directement du patrimoine lyonnais en termes d'ésotérisme, c'est plus quelque chose de global, en fait, la magie telle qu'on la trouve. Dans les légendes populaires en fait. Après, une grosse partie de mon roman se passe sur Lyon quand même. Mais il y a des endroits remarquables de Lyon que j'utilise, mais ça n'a rien à voir avec ce que fait dans le Lyon fantastique, si ça existe, je ne sais pas trop, mais a priori oui. Après, je suis Stéphane. Juste pour finir, est-ce que vous avez des projets j'en doute pas, mais d'écrire des romans qui ne soient pas fantastiques? Pas fantastique, non. Il y en a un qui est plus, qui sera peut-être plus policier, plus psychologique que fantastique, parce que je n'ai pas décidé de mettre une créature fantastique dedans, ce sera une histoire de croque-mort numérique. Donc voilà, il n'y a pas tellement de fantastique, mais voilà, sinon non, c'est vraiment mon truc, pour le moment. Alors oui, j'ai un projet, mais c'est un projet secret. On va dire que c'est de l'aventure très romanesque, exotique et un peu historique. Pour simplifier, donc il n'y aura pas de fantastique dedans. Mais moi, mes premières amours, c'est quand même l'aventure, tout ce qui bouge. Donc le fantastique, c'est greffé là-dedans parce qu'en général, il y a de l'aventure et ça bouge bien. Mais moi, je suis très ouverte, donc voilà. Donc c'est un petit élargissement prochain. Moi, du coup, j'écris déjà des thrillers, en fait, j'alterne entre les deux, donc c'est déjà fait. Mais je vais continuer parce que j'aime bien passer de l'un à l'autre, de toute façon. On va juste remercier toutes les personnes qui étaient là pour nous écouter, celles qui nous suivaient en live maintenant ou plus tard, et puis on vous donne rendez-vous pour 2 autres tables rondes dans la journée. Et voilà, merci à vous trois, merci à Andrea Papivor, et puis à la prochaine.